Dans la vallée, en plaine, on est un peu comme à la cave, au bas des escaliers, à même la terre battue, les yeux rivés au soupirail qui fait entrer des miettes de jour et d'oxygène, quelques morceaux de ciel, tout le reste du corps, tout le reste, sous la terre. C'est une vallée glaciaire, orientée d'est en ouest, une tranchée qui balafre les Alpes sur près de 90 km. La plaie s'ouvre au glacier et se referme au lac. Au fond de cette entaille, dont la largeur varie entre 1,8 et 3,7 km, une plaine en pente légère, bombée de cônes de déjection, allonge ses courbes et s'abandonne au fleuve, qui tantôt file tout droit, si net, si sage, si rectiligne, tantôt se rebiffe et zigzague, fait le lit buissonnier, dessine des arabesques, un coude. Oui, la vallée ressemble à un caveau au fond duquel une fille et un garçon se réfugient pour s'approcher, se rapprocher enfin. Encore un pas, plus près encore, puis volte-face et ils s'éloignent, se regardent, se résistent, se tournent autour et valsent, se perdent et se retrouvent, pour ne plus faire qu'un corps. Dans la vallée, on a longtemps caché le corps, ses secrets, ses délices. Jusqu'au mariage, on ne le touchait souvent qu'avec les yeux, auxquels de longs et larges vêtements ont dérobé les plus sulfureux territoires. Restés seuls accessibles, visage, cou, nuque, quand un fichu ne les recouvrait pas, poignets et avant-bras, bas des tibias, chevilles. C'étaient toutes les zones et les seules de l'érotisme ancien régime. Un gène des gens du coin, en somme. Une appellation d'origine contrôlée. Pour les affaires de fesses, passez votre chemin. Tout ça se passait incognito au Carnotse ou au Galta, dans la guérite plantée au cœur des vignes, derrière le haut mur de l'école, au fond des sous-bois des vestiaires, dans le secret des granges. En société, de peur d'éveiller ses soupçons, on se lançait quelques clins d'œil, tendait sous la table son pied, toussait, se grattait le menton ou l'oreille, effectuait tel geste ou tel autre entendu, et le signal au partenaire était lancé. On attendait ainsi le moment opportun pour s'éclipser du groupe, s'en évader à tour de rôle comme si de rien, pour se retrouver quelque part hors de scène, à l'abri des regards de la meute en toute impunité. Dans les coulisses, on s'attrapait la main, les lèvres, on s'attrapait, enfin. On ignorera toujours si les regards alors si spécialement sévères des pères, des professeurs, des prêtres, lançaient silencieusement toutes les menaces et les misères et les tonnerres de Dieu que mériterait plus tard l'insolente escapade. Pourtant plus tard ne durait jamais bien longtemps. Sermons, gifles, punitions, savant dosage d'étroit selon le pédigré du père, à tous les coups le châtiment tombait, aussi sûr que tombe la nuit chaque jour depuis le premier jour du monde. Et c'était du pareil au même pour tout type d'effusion, pas d'exclusivité pour le bas-ventre. Banni les marques de tendresse, comme les excès de familiarité, en famille, entre amis, entre tous, ou qu'après qu'a coulé dans la gorge beaucoup de mousse, de sang des vignes, de décilitres d'abricotine lampée cul sec. Les sentiments, pour les chiffres molles, tonnaient chez les garçons, et chez les filles, va des rétros, garçons. On s'est longtemps caché pour s'attendrir, pour dire « je t'aime, je te désire ». On enfilait ses habits du dimanche impeccablement repassés, plaquait toute mèche rebelle sur le côté, se rasait, parfumait, portait à bras le corps une bouteille, un bouquet, toquait contre la porte où habitait la proie, au sombre seuil du patriarche. Et c'est lui qui ouvrait tandis qu'elle, impressionnée, flattée, pétrie de trac, restait tapis tout dans le fond au bas des escaliers, se cachant à demi derrière la mère, les frères, les sœurs. On demandait à lui parler, au père, et proposait sa main, et le parti, et les terrains, et toutes les bêtes qui vont avec. On demandait la sienne, celle de la fille. On évoquait la date, la dot, l'église, la cérémonie, le banquet.
depuis le fond de sa cachette, elle sentait bien qu'à la table de la cuisine, sous la cloche de l'abat-jour qui feutrait la lumière et leurs mots, se jouait en entier la trame de son destin, passer d'un geôlier à l'autre. Sous la triple bénédiction du Père, du Fils, du Saint-Esprit, la bague était passée au doigt, l'affaire classée, et l'on filait tambour battant vers l'inconnu qui attendait fébrile, dans la chambre nuptiale, que l'inconnu vint l'assaillir, que le baptême enfin fut consommé. Pourtant, dans la vallée, comme dans tous les pays où la messe basse est d'or, se libérer au gré d'une foire, d'une fête religieuse, un prétexte, d'une énième coupe conquise, les voix du corps, du cœur. Et c'est alors qu'explosaient au centuple, dans le clair-obscur des celliers et des caves, des chants de joie, de fête, des rondes, des carnavals, des embrassades et des festins de frères et sœurs. De s'être si longtemps tus, réfrénés, étouffés, les mains, les bras, les jambes, les poitrines et les gorges, tout le corps se lâchait, giclait, éclaboussé. Les cœurs teintés avec les vers se dilataient, les chairs vibraient, s'entrechoquaient, fondaient, se confondaient. Sonnait l'Eucharistie du corps, la mort de l'ange, la bête qui fait enfin. C'est sur les hauts que le caveau s'étoile. En gravissant les coteaux et les pentes, on sort enfin la tête de terre et le couvercle saute, l'espace grandit, le regard né nous porte, on voit et vit au-delà, respire. On les voit tout à l'heure, les vallées latérales, qui mènent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, perçant de gigantesques brèches dans les colosses alpins, faisant voler en éclats les frontières. Elles font des ouvertures dans les murs où s'entassent, comme à la cave, le vin, le pain et le fromage, des pépites de vallons, de forêts, de lacs, de montagnes et de gorges. C'est un pays sculpté comme un corps, un visage, avec ses plats, ses creux, ses courbes, ses chuchotis, ses coups de gueule, ses silences. Un paysage sanguin où le soleil chaque soir se couche comme s'il s'élevait, montait tel un présage. Dans la vallée en plaine, on est un peu comme à la cave. Dans les montagnes, on prend l'avion, décolle, survole la terre, voguant dans un espace à la fois carte et territoire. On n'est pas loin là-haut du toit du monde. Sur ces balcons, on flirte avec le ciel, on le tutoie. À cheval sur de langues, la vallée fut longtemps une île au cœur des Alpes, un trou peuplé d'irréductibles âmes attachées à leur trou, si viscéralement attachées qu'elles y naissaient pour y travailler dur, y procréer, y travailler encore, un beau jour y mourir. C'était le seul scénario disponible, qu'il déroulait à la sueur des fronts, la boucle que tous bouclaient pareillement tôt ou tard. Dans cette banlieue du monde, la vie des fils plagia longtemps celle de leur père. Si le père sciait et rabotait, fiston raboterait et scierait. S'il labourait, il labourerait. Professait, professerait. La messe était audite, amen. Pour les filles, l'équation était encore plus simple. Fille serait mère, CQFD. Et la règle sacro-sainte n'avait pour les deux bords qu'une exception, une seule, qui n'en était pas une. La soutane pour un gosse et la cornette pour une gamine. Elle s'est pourtant ouverte lentement sur l'extérieur, lentement, sûrement. D'abord le chemin de fer et les routes par l'école permirent à ces messieurs du 19e et à leurs dames, français, italiens et allemands, d'y venir faire des cures, respirer l'air alpin, jouir du calme au cœur de la nature sauvage. Au compte-gouttes, ils venaient, ça commençait à échanger, lentement, ça s'ouvrait, circulait. Puis, comme Van Gogh écrivit à Théo que l'art est l'homme qui se rajoute à la nature, ce fut un peu pareil et un peu autrement. L'industrie chimique s'implanta. Le génie avait frappé contre la porte au bas des escaliers, la porte en bois qui s'ouvre avec la clé rouillée, la grosse, la lourde, qu'on cache sous un caillou. Il avait tant frappé, cogné et refrappé encore, qu'on lui avait ouvert, et qu'il était entré comme une vedette, une star,
Costume nickel, dents éclatantes et bras immensément ouverts, bouche débordante d'un torrent de promesses qui psalmodiait en boucle un seul sésame, modernité. Dans son sillage, plus raccord avec l'ambiance et le décor, plus héroïque et moins criard, les grands chantiers des barrages s'élancèrent. Parmi les volontaires, nombreux furent ceux qui, moins bénis des dieux qu'Hercule, y sacrifièrent leur vie. Mais pour une paire de bras perdus, sans autres seraient sous peu nourris, blanchis, chauffés à discrétion. Couche après couche, le béton s'entassait, les murailles grandissaient, à force les flaques devenaient des gouilles et les gouilles des étangs et les étangs des lacs. L'eau fut domptée, stockée et convertie en énergie, en électricité. Durant les 30 glorieux ans fins, à la faveur du niveau de vie et des congés payés qui grimpent, on débarrasse les vaches de leurs planchers, goudronne, déboise, bétonne, érige villas et HLM, construit garages et routes, fabrique des lits, les dissémine, les multiplie et les entasse, et ça fait des montagnes de matelas, de duvets, de draps qui muent en mausolées à ciel ouvert, catacombes où s'allongent des couches vides, refroidies. Encore des lits, toujours des nids. On dompte la montagne, pour le touriste, la défigure, prostitue ses cimes blanches, encaisse le flou sans un au revoir, merci, à la prochaine. On l'a ou on ne l'a pas, toute l'hospitalité des brutes, le fin tact des cow-boys. On a pour ça dépensé sans penser, sans même une calculette, obnubilé par cette ruée vers l'or, où c'est l'or, tu m'entends, qui venait par lui-même, t'as pas à t'occuper, qu'à les voir appliquer les touristes étrangers, les voir nous le ramener le fric, qui tombe direct dans le porte-monnaie. En échange, on s'est juré d'encore forcer le trait, d'encore aplatir, maquiller, saccager, travestir. On s'est juré, on est honnête ou on ne l'est pas, on a craché, tandis qu'en boucle, tournait et retournait la chanson de Ferrat. Enfin tout ça, la cave, sa gueule et son passé, ses hontes, ses charmes, ses manies, ses magouilles, ses fables de Far West, ses contes à ne pas mourir du tout. C'était comme ça avant, peut-être, direz-vous, il y a longtemps, dans l'autre siècle. Vous ajouterez avec raison que les choses ont changé, et si vite en 30 ans, à la cave comme en ville, dans toutes les caves et toutes les villes d'Europe, sur tous les continents. Que le monde est monté en pleine marche dans un train sans pilote lancé à grande vitesse, convoi d'enfer qui ne cesse chaque jour d'accélérer, faisant tourner ventres et têtes à des cadences vertigineuses qui font fondre le temps, diluent le paysage, le floutent. Qu'assis derrière les vitres des wagons qui fusent, les hommes photographient en continu l'espace brouillé d'un monde qui se déroule comme un livre composé d'une seule phrase redite à l'infini, un florilège de bribes et d'onomatopées intraduisibles, une suite de mots sans chair ni voix. Que c'est maintenant comme ça, dans la vallée comme en dehors, qu'un même refrain d'une même chanson sonne et ressonne, pareil au même, en avant la musique, que Tokyo, Tel Aviv, Sydney, Sion, Montréal, Rome, Bamako, Amsterdam, Abidjan, Moscou, Paris, Lucerne, Istanbul, Washington, Lugano, Téhéran, Chicago, La Chaux-de-Fonds, Reykjavik, Buenos Aires, Bagdad, le Vatican, c'est du copier-coller, kiff-kiff, pareil au même. Que les hommes suivent les yeux bandés ce tourbillon qui les emporte, que les roues foncent et crissent sur des rails surchauffés où giclent des étincelles, que les wagons hoquettent et les cœurs tanguent, les yeux se ferment sous le zapping et la terre tremble. Ni ici ni maintenant, partout le live, partout tout le temps. Le 11 septembre 2001, on entendit jusqu'à la cave notre monde s'écrouler en même temps que les 2 tours américaines. Ce jour-là, dans la cave, le soleil régnait comme un souverain indien sur toutes les courbes du territoire. Les eaux du fleuve bruissaient, les oiseaux gazouillaient. Sur un chemin pédestre bordé de peupliers immenses, des couples et des familles, des bandes et quelques solitaires longeaient le fleuve, flânant dans l'insouciance joyeuse d'un été prolongé. Si certains tronçons de la promenade étaient encore de terre battue,
les pieds foulaient la plupart du temps du goudron. Vers 15 heures, en léger contrebas sur les berges, dans un terrain vague recouvert de gravier et de touffes d'herbe éparses, un Nokia 3210 de couleur grise s'est mis à sonner sans témoin, tandis que des oiseaux par bandes zébraient un ciel si pur, si haut, indifférent. Après une vingtaine de secondes, le vagissement électronique s'est arrêté, suivi d'un léger bip, suivi lui-même d'une voix. Vous êtes bien sur le portable de Thomas Fourvière, je ne suis pas joignable pour le moment, veuillez laisser votre message après le signal sonore. Un dernier bip, interminable, a retenti dans les feuillages, d'autant plus effroyable qu'en l'absence de tout vent et de tout véhicule, les rives du fleuve étaient si calmes et accueillantes, imperturbables. Le monde était alors si sage, la vie, une carte postale. Ça vous dirait de voir le poste du zapping intégral ? Lança l'un des trois étudiants dans un enthousiasme qu'il s'évertuait à masquer, que sa voix pourtant dans son timbre, sa cadence, trahissait. Sortis de leur recherche, les deux autres s'étaient aussitôt rapprochés de l'écran plat tactile, comme accourus à son chevet. Posé à même la pierre, il ressemblait à une fenêtre scellée, un puits, un miroir noir, un livre dont on aurait condamné à jamais la lecture en brochant l'une à l'autre, première et quatrième de couverture. Penchés solennellement sur le rectangle, comme s'ils étaient suspendus à ses lèvres, avides d'entendre l'oracle de son tout dernier scoop, ils firent silence. Les yeux étaient écarquillés, posture et mine tout imprégnée de recueillement. L'index du maître pressa la grande flèche blanche peinte en plein centre, et aussitôt lumière se fit. FIFA. Après un intérim assuré par un membre qatari, Blatter retrouve son trône, ses conseillers, ses troubadours, ses serfs, les clés des coffres et du château. Le premier geste fort de son 5e mandat sera la mise en vigueur immédiate de la loi Sepp Blatter. Un envoyé spécial de l'Aube rapporte qu'au moment de ratifier la charte, le nouveau capitaine clama sans équivoque. De par son leadership sur toute la terre, le ballon rond se doit d'encore montrer l'exemple, d'ouvrir la voie au progrès des consciences, d'illuminer le monde et toute l'humanité, d'opposer aux tricheries l'infaillible transparence. Aussi longtemps que je serai à votre tête, mesdames, messieurs, je me ferai pilote, je me ferai berger, veillant sans relâche à cette tâche, le cœur de mon mandat, ma seule mission. Bouleversé de frissons, la salle croula sous un tonnerre d'applaudissements avant d'entamer la holla. People, fiché parmi une liste de 1000 célébrités, Paris Hilton, Kim Kardashian, Chris Brown et Kanye West se sont vus interdire tout accès au sol européen. Mesures sécuritaires contre l'impérialisme oblige. On lançait à Strasbourg d'une seule voix les députés sous la coupole. Durant la même session extraordinaire fut acceptée une hausse record du budget alloué à l'industrie européenne d'entertainment. Si les batailles se jouent sur le théâtre militaire, c'est sur la scène des arts que se remportent au final toutes les guerres, a commenté l'un des élus de la députation française. Nutrition. La nouvelle star alimentaire a débarqué. Son petit nom, gréline. Elle est l'hormone dont dépendrait la quantité de nourriture que chaque individu de l'espèce consomme. Une découverte qu'une fourchette d'experts triés sur le volet a qualifiée de significative, majeure, porteuse de 1001 promesses de thérapie face au surpoids. États-Unis. La Chine persiste et signe. Pékin exige de Washington le remboursement intégral de ses dettes. Ultimatum lancé au 31 décembre. Football. Mourinho claque la porte avec 13,7 millions d'euros en poche. Le Daily Mail, en s'appuyant sur le rapport d'un détective privé, affirme que le comité directeur de Chelsea s'est réuni autour d'une table mardi incorporé pour discuter du mode du versement le plus éthique. Europe. La Grèce quitte le navire Euro. L'UE est au bord du naufrage. Tous les politologues évoquent son éclatement avant la fin de l'année. Et des guerres civiles s'en suivront. Le caveau.
Chômeurs, assistés sociaux et réfugiés placés dans les alpages. Les députés libéraux radicaux ont convaincu le Parlement à 131 voix contre 17 d'occuper les 100 grades à la garde des troupeaux, les protégeant ainsi durablement du loup. Santé. Éviter la gastro après la charbonnade et la fondue chinoise. Alertées par une recrudescence des infections à campylobactère, les autorités sanitaires préconisent une hygiène impeccable durant toute la préparation des victuailles ainsi que le respect drastique de toute la chaîne du froid. Un double anniversaire. Il y a 20 ans, à Manhattan, chutaient les tours du World Trade Center. À l'aube, les pompiers de la ville, secondés par un groupe de Facebook réuni sous la bannière I Am Tower, ont déposé tout autour des vestiges pas moins de 7300 gerbes de roses rouges, une gerbe par jour depuis les froids. Vers midi, on soulignait déjà l'avarie d'empathie d'une telle démarche quand les maçons, certes regroupés autour des ferblantiers et des soudeurs, fleurirent les lieux de 14 600 bottes des mêmes fleurs. La Maison-Blanche attend le crépuscule et la possible offrande d'une autre corporation pour décerner la palme de l'empathie civique au corps de métier méritant. Hasard du calendrier, un jeune trentenaire de type caucasien, corpulence svelte, 1,85 m, cheveux noirs, yeux amandes, domicilié dans le caveau, disparaissait il y a 20 ans, le 11 septembre, sans laisser nulle adresse, abandonnant sa femme enceinte à quelques jours du terme. Un avis de disparition était paru 3 jours plus tard dans la presse nationale. L'épouse, le directeur et les collègues, le père et les amis d'enfance du disparu, tous avaient répondu à toutes les questions des agents. L'enquête avait été classée sans suite. Il n'aura jamais su qu'il est le père d'une fille. L'écran replonge dans les ténèbres. Seuls les reflets de 3 visages sur un fond nuageux s'y lisent en filigrane. Ce mec-là, comment tu peux? Dégueulasse, une ordure. À quoi peut bien ressembler sa fille après tout ça? S'emporte l'un des garçons. Tandis que l'autre, pour tempérer cette vague d'indignation, ajoute dans un sourire jauni qui fait friser ses lèvres: ouais, en même temps, tu sais, un père absent vaut parfois mieux qu'un père présent. Si le mien, par exemple... Un nuage passe sur leurs visages. Il est à peine passé que le fou rire les prend, les tord à l'unisson. Seules 2 ombres désormais sur le rectangle noir, 2 ombres pliées en 4. Vous êtes trop cons! Aussitôt retourné, le maître de la tablette crie vers le dos en fuite qui redescend déjà en galopant sur le sentier des vignes. « Mais qu'est-ce que tu fous, Europe? Europe! Allez, reviens !» En contrebas, sur le chemin qui traversait le cimetière pour relier la place du Cirque au Home, un homme marchait péniblement au bras d'une infirmière. Tous les 20 mètres, il s'arrêtait sans se lâcher les bras, marquait une pause et respirait, reprenait quelques forces. De loin, il ressemblait au tour tombé il y a 20 ans, quelques minutes seulement avant le crash, la chute au ralenti, l'effondrement. Au-dessus d'eux tournoyaient en spirale des vols irréguliers d'oiseaux de couleur noire. Ils dessinaient sur le tissu du ciel d'étranges motifs indéchiffrables, des arabesques sans traduction en ligne, des droites et des courbes qui parlaient. Les anciens connaissaient le langage des oiseaux. Ils savaient lire encore entre les lignes, les nuages et les fleurs, le cri des bêtes et leur pelage, la teinte de leurs pupilles, leurs traces sur les sentiers, la neige. Ils suivaient les saisons.
C'était dimanche, avant la mi-septembre. Une de ces fins de jour où l'été se prolonge, s'attarde sur les corps. Où le soleil, glissant vers l'horizon, asperge encore les yeux et les visages d'étincelles d'or, de braise. Il était assis seul sur l'un des bancs qui bordaient l'esplanade. Plusieurs camions et roulottes d'acrobates étaient parqués de travers sur la place, autour de l'ancien kiosque dont il ne restait plus qu'un fin squelette de fer. Les bras allongés sur les cuisses, une main crispée sur un genou, il regardait les stands et les manèges que toute la compagnie, une fois fini le dernier tour de piste, aidait à démonter. Le buste et les jambes immobiles, seule sa tête pivotait de gauche, de droite, selon ses menus intérêts, dans le mouvement alternatif et saccadé qu'observent les moineaux. On aurait dit qu'il balayait ainsi des yeux la scène pour tout photographier, tout capturer une dernière fois, avant qu'elle ne fût vide, pour ne pas oublier. Son regard absorbé trahissait le désir nostalgique que la tournée redémarra, que le spectacle se rejoua une 1001e fois. Comme un marin échoué dans les Alpes préhentant, au moindre vent dans les sapins, les rumeurs de la mer, ces roulis entêtants qui l'appellent. Il entendait là, sur ce banc, l'appel de quelque chose ou de quelqu'un, auquel il brûlait de répondre. Il parodiait l'enfant qui, en plaquant le coquillage sur son oreille, la réentend, la mer, et sait qu'elle est dedans, au fond de la coquille, au bout de ses spirales, de ses colimaçons. La mer, il l'avait retrouvée, la mer, toujours la mer, cette vie qui bruit encore au fond de l'oreille vieille, frémit, palpite et recommence éternellement. Il était un enfant qui, un beau jour, s'était comme égaré dans la vieillesse. Les volutes et les farandoles de la musique foraine tourbillonnaient au-dessus du bitume, slalomant entre les grappes de spectateurs qui s'étaient attardés, les stands de tir, les chariots à pop-corn et à barbe à papa, le chapiteau géant, les manèges, les cages vides. Les rares passants débarquaient de partout, s'en allaient vers nulle part, se croisaient en s'effleurant des hanches et des épaules. Il y avait des poussettes, des cliques d'amis jamais perdus ou retrouvés, des hommes et des femmes seuls, des couples et des familles, traditionnels, recomposés. Certains parlaient, riaient, tandis que d'autres déambulaient les lèvres closes. Ils passaient, repassaient, venaient et s'en allaient, comme des parties de monde diverses, inépuisables. Suivie de près par sa maman, une adolescente à la chevelure blonde poussait des deux mains un landau. Il a songé qu'elles rentreraient ensemble, peut-être par le fleuve, longeant les peupliers. Leur feuillage formerait au coucher du soleil des stores incrustés de diamants. Le fleuve brillerait sans doute encore, les visages de la fille et de la mère aussi. Dans une robe blanche et noire, une fillette maniait avec brio un sabre de plastique qu'elle plongeait et replongeait énergiquement dans la fontaine. Il a pensé qu'un jour elle parviendrait à fendre l'eau, à séparer les eaux comme Moïse la mer Rouge. Oui, c'était sûr. À force, elle y réussirait. Fixés au tronc des arbres, des haut-parleurs déversaient une mélodie de requiem et de tango, un air au langoureux mouvement qui, en tournant et retournant, répandait tous ses sortilèges. Les notes tambourinaient dans l'air et les feuillages comme l'averse, cabotine, sur la toiture de tôle. Un homme, avoisinant la soixantaine, écharpe bleue nouée autour d'un cou qui s'échappait d'un veston noir, sortit soudain d'un attroupement, fit quelques pas et s'assit en retrait, sur un rebord de pierre. Saisi par la musique, il paraissait comme en même temps scotché et transporté. On ne pouvait dire s'il souriait ou s'il pleurait, s'il croulait sous la joie ou sous le désespoir, tant s'avoisinent parfois les expressions des cimes et des abîmes. Entendait-il l'amour? Entendait-il la mort? Laquelle des deux attendait-il? D'énormes ballons rouges flottaient à une dizaine de mètres des visages enfantins qui les retenaient par un fil.
du revers du manteau, une mère séchait les larmes de la dernière, qui s'était effondrée à l'explosion du sien. Vêtue de blanc du col jusqu'aux chevilles, une femme se rapprocha du banc. « Bonsoir, j'étais certaine de vous retrouver là. Il est tard, c'est gentiment l'heure de rentrer, vous ne trouvez pas ?» Sans bouger d'un seul cil, comme répondant à ses questions, il lui dit bas : « J'ai vu une seule chose aujourd'hui, une chose, une seule, qui a valu tout l'or d'une sainte journée. J'ai vu un ballon rouge gonflé d'hélium. Il montait dans le ciel qui était bleu. Le ballon était rouge. Il montait calme, paisible, toujours sur le même train. Il s'éloignait sans bruit. Je l'ai suivi des yeux. J'aurais voulu prendre la main qu'il m'a tendue, le suivre, devenir lui. Péniblement, il s'appuya au bras que lui tendait la femme en tunique blanche et se hissa à sa hauteur, tournant la tête en direction du cirque. M'éloigner, m'envoler, dans une indifférence heureuse, un serein détachement. Si doux, si simple, comme un ballon lâché par la main d'un enfant. Vous oubliez le livre, là, sur le banc. Caché quelque part dans les branches du marronnier centenaire qui ombrageait son banc durant les canicules, un corbeau croissa quand ils se mirent en marche. Les bras l'un à l'autre tressés, ils avançaient lentement, tangués dans un équilibre fragile, comme si le sentier en goudron était un fil tendu sur des kilomètres de vide. À chaque pas, leur ombre s'allongeait dans leur dos, redessinant des formes de cèpes enchevêtrés, mouvants. La vie passe vite, Mathilde, si vite. Le visage du monde a tant changé depuis le temps de mon enfance. Il fond, ruisselle sans cesse et se métamorphose. Le mouvement continue, encore, toujours et de plus en plus vite. Il est certains jours où ça m'en fiche un tel tournis, si vous saviez. Comme si j'étais monté sur une toupie de tous les diables, un carrousel qui accélère et se déglingue, dont, une fois embarqué, on ne peut plus redescendre. Le temps d'une sieste, d'un café, d'un coup de fil, il a déjà un tout autre visage, autres oreilles, autres mentons, autres yeux, autres bouches. On se réveille, se lève à peine qu'une toute nouvelle génération se tient debout, nouvelle et déjà vieille. Le temps, les lieux, les gens, la vie de mon enfance, de mon adolescence, ma vie d'adulte, d'époux, de père, je les revois toutes ces séquences, juste en fermant les yeux. Elle défile à la chaîne, au ralenti d'abord, puis c'est l'accéléré. Radio, puis téléphone, voiture, télévision, ordinateur, puis Internet, smartphone, tablette, et les saisons qui se succèdent au rythme médiatique. On est passé en aller simple derrière l'écran, dedans, c'en est fini de la vie immédiate, c'est à la portée de la main, qu'on croque à pleines dents, respire à plein poumon. La fin de notre monde, son obsolescence programmée, on l'a senti comme le frisson qui fulgure sur la peau, qui serpente, senti, vu et vécu dans toutes nos productions, toutes quelles qu'elles fussent, dans nos aspirateurs et nos voitures, nos aliments, nos professions, nos relations, nos vêtements, nos valeurs, surtout nos œuvres d'art. Et moi qui fus autrefois peintre. C'est vrai ça? Vous peignez? Je suis nouvelle, mon 3e jour, reconversion professionnelle. Et j'étais talentueux, prometteur, avant la venue de mon fils, avant mon jeu de père. Vous savez, à l'image de ma génération, je suis d'abord un enfant de la terre. Un lieu, un paysage, un territoire sont des mots qui nous parlent, encore signifient quelque chose. Cet homme planté dans son costume, discret et élégant, qui connaît les distances, qui sait les mots et les manières qu'on adopte dans le monde, cet homme pétri d'urbanité n'est pas l'homme que je suis, n'est pas le premier que je fus. Nos arrière-grands-parents étaient tous paysans. Je fais partie du tout premier wagon des rares privilégiés qui ont pu s'éloigner des vallées, des campagnes, couper les ponts avec la terre. Mon père fit carrière à la banque, ce qui m'offrit le luxe d'étudier aux Beaux-Arts avant de me dévouer pleinement à la peinture dès l'aube de ma vie d'homme. Mais jusque-là, j'ai vécu dans la terre, par la terre, y habitant,
y conservant toujours au moins un pied, la travaillant comme tous les autres, durant les moissons, les vendanges, gardant les vaches là-haut, là-bas, perdues dans les montagnes. C'est pour cela aussi que j'aime venir m'asseoir ici et regarder les gens du cirque, leurs chapiteaux, leurs tréteaux, leurs roulottes, leurs clowns, leurs artistes ambulants. Avant de franchir la barrière, il s'arrêta, détournant le regard en arrière. Les tentes et les banderoles, les hommes et les forains étaient de minuscules points de couleur qui scintillaient entre les arbres, des braises multicolores sur le point de s'éteindre. Si vous continuez, monsieur Gilbert, à me bercer de toutes vos histoires de ballons qui s'envolent et de mondes qui déclinent, nous finirons par être en retard pour les médicaments. Devant la porte du 2 pièces protégé, le vieil enfant farfouilla dans sa poche, saisit une clé, fouilla encore, en ressortit une autre, l'introduisit, tourna. L'espace était plus terne qu'exigu. Il ressemblait à un appartement témoin, sans âme. Pour tous, donc pour personne. La seule touche de vitalité sursautait dans les photographies, babioles, vases, tapis et accessoires que le pensionnaire du moment aurait choisi d'y accrocher. La première pièce comportait une kitchenette et un séjour, tandis que la seconde était la chambre, un cube de 2,50 m de côté, que le lit à lui seul quasiment remplissait. Après avoir fermé la porte, elle le conduisit sur une vingtaine de décimètres, l'assit sur le canapé du salon. Pendant qu'elle s'affairait dans la chambre, puis dans la salle de bain, rassemblant tout le matériel nécessaire pour les soins quotidiens, il regardait yeux dans les yeux, accroché sur la paroi qui faisait face, la roue de la fortune d'Albrecht Dürer, une gigantesque reproduction de la gravure en noir et blanc du dessinateur bavarois qui avait décoré tous les appartements où il vécut depuis son studio aux Beaux-Arts. L'image baroque représentait la déesse du destin, Fortuna, arc-boutée sur la manivelle d'une grande roue, qu'en actionnant elle fait tourner et retourner au gré de ses caprices. Une roue aléatoire, à quoi des hommes à tête humaine ou animale s'accrochent de toute leur force. Relevés ou rabaissés, ils s'y cramponnent, tantôt chanceux et tantôt malheureux, les uns devenant les autres et les autres les uns. Comme la main du joueur qui lance le dé sur le tapis ou pioche dans le chapeau, elle fait les rois et les royaumes, les banqueroutes, les mendiants, les faits et les défaits. Elle est debout, les yeux bandés. Alors que la rumeur du robinet se poursuivait derrière la porte des WC, il se souvint du temps où, quand son fils venait encore tous les dimanches le visiter, ils s'asseyaient ensemble sur le même canapé, la regardaient ensemble. Vous l'aimez, ce tableau, même beaucoup, je me trompe? Je crois qu'à la peinture, j'ai de tout temps préféré la gravure, un geste plus proche des tout premiers, quand la peinture et l'écriture étaient un mot, le même, une seule réalité. Creuser le monde, y marquer son empreinte, comme un corps à corps, une rencontre. On aime les choses qui nous parlent, nous appellent, dénouent un je ne sais quoi en nous et nous augmentent. Et de toutes, les plus belles, à mes yeux, restent celles qui parlent sans dire le moindre mot. Que diriez-vous d'en faire autant, d'accord, pendant que je vous pique ? Gorgée de millilitres d'insuline, la seringue quotidienne pénétra le bras pâle, amaigri, injecta son liquide et puis se retira, sans qu'il ne détournât les yeux de l'icône une seconde. Elle lui fit avaler ses cachets de la nuit, 1, 2, 3, et se leva d'un bond, fit le chemin inverse pour ranger les outils, d'abord la salle de bain, ensuite la chambre, chaque outil à sa place. Sur le registre de sa nuit, le 2 pièces 407 fut coché d'un smiley, et elle revint en sautillant auprès du canapé, son départ s'amorçait. Pas de courrier aujourd'hui ? Seul un silence lui répondit, qu'il conjura en saisissant l'enveloppe à même la table basse. « Tenez, l'enveloppe de la semaine, ma lettre pour mon fils. Vous voulez bien me la poster ?» L'infirmière commença à rabattre au ralenti la porte, comblant l'entrebâillement sans cesse rétrécissant d'un flot de prévenance.
Bonne nuit, s'il y a quoi que ce soit, vous sonnez, ne vous inquiétez pas, demain, un nouveau jour. Cette fois, il répondra, ne vous inquiétez pas, allez, bonne nuit. Sur le palier, elle demeura quelques secondes, la tête penchée sur le registre, puis sur l'enveloppe qu'il lui avait transmise. Elle la tourna, la retourna. Sans nulle adresse inscrite dans l'emplacement prévu pour le destinataire, le rectangle blanc crème ressemblait aux empreintes qui s'arrêtent brusquement sur la piste de neige, à la bouche bée devant l'écran qui s'est éteint, à la salle vide et poussiéreuse d'un cinéma désaffecté. Dans un soupir, elle releva les yeux. Par la fenêtre du corridor, le ciel du soir avait déjà viré. Le voile de tulle bleu clair, brodé de vagues oranges, s'était changé en une fourrure bleu roi, sur laquelle se découpait au loin la ligne noire et dentelée des crêtes, tandis qu'apparaissaient au premier plan les contours d'une villa, son toit, sa cheminée et ses gouttières. Elle s'approcha du cadre. La large baie vitrée de la maison individuelle était la seule zone éclairée du tableau. Le front posé contre la vitre, placée aux premières loges, elle assistait au souper d'une famille parmi d'autres. Depuis le corridor du 4e étage, elle était avec eux, dans leur salle à manger, comme l'hôte de la dernière minute. Ses yeux quittèrent la toile et firent encore 2 longs allers-retours entre la porte 407 et la lettre dans sa main. Cela faisait des lustres, plus de 15 ans, que toutes les lettres destinées à son fils finissaient leur carrière au bureau, au minimum 1 par semaine, l'une sur l'autre empilées, serrées comme des sardines dans l'une des boîtes de son dossier. Que restait-il au bout du compte de tout ce tas de feuilles, ces décilitres d'encre, ces montagnes de mots? Elle se surprit en train d'imaginer qu'il répondrait cette fois, qu'elle ne resterait pas sans réponse, cette lettre exceptionnelle qui, comme les 1000 autres précédentes, ne partirait jamais. C'était bête, puéril, c'était pourtant comme ça. Elle s'était prise au jeu, elle attendrait, comme on attend souvent un retour au courrier qu'on n'a même pas écrit ou seulement dans sa tête, remis sans fin à plus tard, au lendemain, bientôt, au calende grec. Elle attendrait, c'est sûr. Comme on guette quelquefois une poste hypothétique, un seul message, une notification. Comme on rêve tous qu'un proche perdu de vue depuis longtemps revienne, un soir ou un matin, frappe à la porte, nous tende la main, peut-être son sourire. Alors on guigne par la fenêtre le coin de sa rue, palpitant à chaque silhouette qui d'un seul coup surgit et passe sans bifurquer. Elle glissa la lettre dans la poche de poitrine de son uniforme neuf et poursuivit sa ronde. Au fond du corridor, le résident 408 l'attendait. Mon ami, mon amante, mon amour, dis-moi, verrons-nous un jour Venise? Longerons-nous le lac de Garde? Garderons-nous le même cap, toute voile dehors vers le sud, où le temps dure si longtemps? Ou obliquerons-nous vers le nord, l'est et l'ouest, par plaisir, comme ça, par simple caprice de déboussoler toutes les boussoles des 2 hémisphères?
mon ami, mon amante, mon amour, dis-moi, irons-nous jusqu'à Padoue, Naples, Pompéi, pour nous perdre, nous réfugier, sortir quelques jours de la fourmilière du monde, dans le cloître d'un monastère ou les galeries d'un musée, par des sentiers surplombant la mer, dans le cratère d'un volcan? Quitterons-nous l'Europe, le vieux continent? Accosterons-nous à d'autres rivages, des côtes vierges, des terres que nos pieds n'ont jamais foulées encore? Prierons-nous dans une mosquée à Istanbul ou au Caire? Remonterons-nous le Nil à la nage? Traverserons-nous le Bosphore? Nous baignerons-nous dans cette mer qui n'a jamais été noire? Vivrons-nous l'Asie? Mon ami, mon amour, mon amante, viens, partons. Allons poser ces questions aux 5 terres qui nous attendent. « 9 mois auparavant avait commencé à se reconstruire son visage. Lentement, imperceptiblement, il se redessinait, recomposé comme un pulse. Chaque jour un peu plus net, plus visible, plus lisible. Ce fut l'été que tout recommença. Tout commença comme chaque année commence l'été. Les jours s'allongent et les jupes raccourcissent, les pantalons aussi. Une impression de premier jour, de baptême, de vie vierge, d'insouciance revenue, flottait dans l'air, sur les visages, les corps. Sur la terrasse de l'appartement loué pour un week-end au bord de la Méditerranée, il regardait la mer en contrebas, se laissant inonder par la rumeur feutrée des vagues. La plaine liquide, originelle, immobile et mouvante sous les reflets argentés d'une lune presque pleine, était comme un miroir où, même à une centaine de mètres en surplomb, il reconnut les courbes, les plats, les creux et les reliefs de son visage, de son paysage retrouvé. Ils arrivèrent dans le village tout juste avant la nuit. 21h37 s'illuminait à gauche du tableau de bord quand elle coupa net le moteur, qui décéléra s'assourdit, feulant quelques secondes encore comme un fauve repu, apprivoisé. Il détourna ses yeux vers elle, qui détourna les siens vers lui dans un soupir qu'il reproduisit à sa suite. L'habitacle, plongé dans la pénombre, brasier d'étincelles comme un spectacle pyrotechnique secret, feu d'artifice de leurs pupilles, leurs lèvres. Rien d'autre sous l'habitacle à part cela, rien d'autre que leurs soupirs, leurs sourires et le ronronnement décroissant du moteur. Seul ce grand rien à quoi on reconnaît le tout. Et les portières de la Polo claquèrent. On les vit dévaler la ruelle principale, pavée de larges dalles irrégulières, en pente abrupte. Les terrasses des restaurants, les devantures des kiosques et des boutiques étaient débarrassées, rangées. 22 heures hors saison sonne l'heure où les stores se rabaissent, se déplient les bagages, se ferment les paupières. Depuis le balcon, il regardait la mer avant de la rejoindre dans la chambre. Elle mugissait, lançant ses chevaux débridés au rivage, qui s'y ruaient, s'y écrasaient, avant de revenir et de s'y lancer à nouveau, sans répit. Dans la nuit claire, les digues du port ressemblaient au sillage d'un bateau de croisière parti juste à l'instant, évanoui, submergé ou volatilisé, qui pourrait dire, tant les traces blanches qui zigzaguaient s'arrêtaient nettes à seulement 30 mètres de la côte. Étaient-ce des rochers affleurant dans la rade, le dos d'un cétacé, les tentacules d'une pieuvre immense, des mouettes endormies sur une patte, la coque retournée d'un vaisseau fantôme? Habité de cette farandole d'images troublantes, possédé de ce délicieux cinéma, il la rejoignit dans la chambre, l'eau à la bouche, une eau mêlée de feu. Allongée sur le dos, l'épaule et le visage baignés de la lumière orange de la lampe de chevet, elle replia le coude, laissant reposer sa nuque sur son avant-bras dénudé, le regardant qui s'avançait d'un pas somnambulique. Au ralenti, dans sa posture froide et lascive des statues, pétrie d'une autorité volcanique, elle retira la couverture tandis qu'il achevait de retirer ses jeans. Ses cuisses fuselées, fines et charnues, ses hanches larges, son ventre en creux, la naissance du pubis. Toute la latitude de son corps luisait sur les draps blancs
comme un marbre animé, miraculeux, vivant. Le caleçon noir glissa jusqu'aux chevilles. Elle étendit le bras comme une invite. Entièrement nu, il prit la place qu'elle lui indiquait à son flanc. L'index lui faisait signe de s'approcher, se rapprocher encore, plus près, encore plus près, près de son corps qui ondulait au gré de ses respirations. Et elle le chevaucha d'un bond, un seul, chorégraphié. Depuis la terrasse de l'appartement loué pour le week-end, il regardait la mer et ses rumeurs lancinantes l'emplissaient, l'amplifiaient. Il regardait la mer et la voyait, la revoyait entre ses bras, levée contre son torse, son cœur. 9 mois auparavant, son visage avait bel et bien commencé à se recomposer, comme si la course du temps s'était infléchie, inversée, comme au premier matin du monde, quand la mer lèche le sable pour la toute première fois. C'était la fin d'un monde, le tout début du monde.
Parfait.